La justice internationale, est-ce que c'est un idéal universel ou plutôt un outil politique? Aujourd'hui, on va se pencher sur une perspective très critique de la Cour pénale internationale. Et pour explorer ça, on va suivre le fil d'un des procès les plus médiatisés de son histoire, celui de Laurent Gbagbo. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser le décor. D'un côté, l'idéal de justice, et de l'autre, les accusations. Ensuite, on va décortiquer point par point ces critiques de partialité et de double standard, avant de plonger vraiment au cœur du procès Gbagbo. Et pour finir, on verra les grandes questions que ce verdict a laissées ouvertes. Bon, pour bien comprendre, commençons par la base. Quel est l'idéal qui se cache derrière cette idée de justice internationale? Sur le papier, c'est un principe magnifique, n'est-ce pas? Des institutions comme la Cour pénale internationale, la CPI, sont nées de cette idée. Une justice totalement impartiale pour les pires crimes imaginables, peu importe qui les a commis. Sauf que, comme on va le voir, cette vision est très loin de faire l'unanimité. Et là, on a un contraste saisissant. D'un côté, ce bel idéal de justice universelle. De l'autre, une accusation d'une violence inouïe, celle de chasse raciale portée par l'Union africaine elle-même. C'est ce conflit, cette tension, qui est au cœur de l'analyse critique qu'on va décortiquer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le premier pilier de cette critique, l'idée que la CPI, dans la crise ivoirienne, n'aurait pas du tout été un arbitre neutre. Au contraire, elle aurait clairement pris parti. L'argument central, le voici. Selon cette perspective, la Cour n'aurait poursuivi qu'un seul des deux camps, celui des perdants. Et ce faisant, elle aurait, en quelque sorte, donné une légitimité judiciaire au camp des vainqueurs. Cette phrase de Guillaume Soro, qui était l'un des principaux adversaires de Gbagbo, est assez incroyable. Elle est souvent présentée comme un aveu, presque cynique, que la justice, dans cette histoire, ne s'appliquait de toute façon qu'à ceux qui avaient perdu le pouvoir. Et ce qui est frappant, c'est que les reproches sont très précis. Ils visent directement le procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo. On lui reproche une enquête à sens unique qui aurait fermé les yeux sur les crimes pourtant documentés de l'autre camp. Les critiques pointent aussi une proximité jugée troublante avec les opposants de Gbagbo et même une menace qu'il aurait lancée publiquement avant l'arrestation. Et c'est là que le calendrier devient vraiment troublant. Cette chronologie est vue comme une preuve de collusion politique. Regardez, moins d'une semaine sépare une réunion au sommet entre les principaux adversaires de Gbagbo et le procureur de son transfert à La Haye. Le timing pose question et suggère une décision plus politique que purement judiciaire. Maintenant, sortons un peu du cas ivoirien, parce que la critique est bien plus large. Le reproche, c'est celui d'un système de justice internationale qui n'appliquerait pas la loi de la même façon pour tout le monde. C'est un argument qui revient sans cesse. Comment une cour peut-elle se dire universelle quand les pays les plus puissants du monde se placent volontairement hors de sa portée? Les États-Unis, la Chine, la Russie, aucun n'a ratifié le traité fondateur. Ça nourrit forcément cette perception d'une justice pour les petits pays, et notamment ceux du continent africain. Et cet exemple illustre parfaitement cette accusation de deux poids deux mesures. D'un côté, en France, on rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel sont sacrées, c'est un pilier de la démocratie, mais de l'autre, en Côte d'Ivoire, quand le Conseil constitutionnel local proclame un résultat, sa décision est balayée d'un revers de main par la communauté internationale. On retrouve un peu la même logique ici. Dans d'autres crises électorales très tendues, aux États-Unis ou en Haïti par exemple, le recomptage des voix, une solution pacifique, a été accepté. Mais pour la Côte d'Ivoire, non. Cette option a été refusée, on a préféré une intervention militaire. La question que posent les critiques est simple, pourquoi une telle différence de traitement? Ok, revenons au procès Gbagbo lui-même, parce qu'il est présenté comme la preuve ultime, la démonstration par l'absurde des failles de l'accusation. Dès les toutes premières étapes, on a senti que le dossier de l'accusation était bancal. La défense a méthodiquement démonté les arguments un par un. Elle a montré que ce que le procureur appelait des marches pacifiques étaient en fait des attaques armées. Et le procureur a même été jusqu'à présenter une vidéo filmée au Kenya comme preuve de crime en Côte d'Ivoire. C'est assez hallucinant. Pour essayer de prouver son cas, l'accusation a mis le paquet. Elle a appelé à la barre un nombre impressionnant de témoins. Au total, 82. Et sur ces 82 personnes venues témoigner, combien ont pu apporter une preuve directe, formelle, irréfutable de la culpabilité de Laurent Gbagbo? 0. Pas un seul. Le contraste entre ces deux chiffres, pour les critiques, c'est le symbole même de la vacuité du dossier. Et là, on arrive à un moment du procès considéré comme du jamais vu. Face à un dossier qui ne tenait manifestement pas la route, les juges n'ont pas libéré l'accusé. Non, ils ont autorisé le procureur à tout recommencer depuis le début, à repartir de zéro. Pour les critiques, c'était une manœuvre désespérée pour sauver un procès politique qui était en train de s'effondrer. Alors comment est-ce que toute cette saga judiciaire se termine? Et surtout, quelles sont les questions qui restent aujourd'hui? Le résultat final est sans appel, un acquittement pur et simple.
Et le plus fou, c'est que l'affaire s'est tellement effondrée d'elle-même que la défense n'a même pas eu besoin de présenter ses propres témoins ou arguments. C'est vu comme la confirmation ultime que le dossier était vide depuis le départ, une sorte de construction politique sans aucun fondement juridique. Et c'est la grande question qui reste suspendue. À travers cette affaire Gbagbo, on voit très bien comment la perception de partialité peut détruire la légitimité même de la justice internationale. Si elle n'est plus vue comme un arbitre neutre, mais comme une arme au service des puissants, quel peut être son avenir et son rôle sur la scène mondiale ? La question reste ouverte.